Bienvenue dans Normand et Doctorant, le podcast qui explore la recherche des doctorants normands. Je suis Raphaël, doctorant en écophysiologie végétale, et je serai votre guide dans l'exploration du monde de la recherche normande. Dans ce voyage, j'aurai la chance d'être accompagné par Chloé et Mathilde, toutes deux doctorantes en géographie physique. Alors, si vous vous êtes déjà demandé ce qu'est une thèse, à quoi cela peut bien servir, et si vous avez toujours eu envie de découvrir les coulisses de la recherche, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, nous vous emmènerons rencontrer des doctorants qui, chacun dans leur domaine, repoussent les frontières de la connaissance. De l'histoire à la biologie marine, en passant par le sport ou la physique nucléaire, tout y passera. Bien évidemment, ici, tout ne tournera pas autour de formules mathématiques, d'atomes ou de textes de loi. Nos jeunes chercheuses et chercheurs viendront raconter leurs histoires personnelles et les défis qu'ils ont rencontrés dans leur quête de savoir. Si vous êtes curieux de découvrir ce qui se cache derrière les lourdes portes des laboratoires de recherche, abonnez-vous dès maintenant à Normand et Doctorant. Bonjour tout le monde. Bonjour. Enfin, tout le monde. C'est que Chloé. On n'est que deux. Et aujourd'hui, un épisode sans Raphaël qui maintenant ne s'appelle plus seulement Raphaël, mais Docteur Coquerel. Bravo à toi, mon gars. Et n'hésitez pas à contacter Raphaël dorénavant, puisqu'il est docteur, pour toute demande d'ordonnance, si vous voulez. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un épisode où on va parler d'un endroit où il fait froid, où il y a de la glace et où il n'est pas rare de croiser un élan et de dire tabernacle ou calice. Vous l'aurez peut-être deviné, on va aujourd'hui s'exporter au Québec. Un épisode qui promet d'être glacialement passionnant. Ouh, quel beau jeu de mots. Bon, ça je le dois à mon meilleur ami, notre co-directeur artistique, c'est ChatGPT. Bref, pour cet épisode, on va accueillir un déjà docteur et actuellement post-doctorant, Charles Brionne. Comment ça va, Charles ? Alors bonjour à vous deux, ça va très bien et merci de m'avoir invité pour cet épisode de podcast. Merci de nous remercier, ça nous fait plaisir. Donc on va commencer avec notre première question. Si tu devais te présenter à des inconnus, comment tu te présenterais sans jamais mentionner ta thèse ? Alors, je dirais que je m'appelle Charles Brionne, j'ai 27 ans et normand et fier de l'être. Et que T'as des passions ? Ouais, c'est ça. Je travaille dans un domaine qui me plaît, le littoral et le changement climatique actuellement. Et dans mes passions, c'est surtout un peu de sport, la natation et voilà. Et la SNSM ? Oui, j'ai été à la SNSM quelques années pendant mes années d'études, oui. Tout à fait, pour surveiller les plages l'été, oui. Ouais. C'était aussi une petite passion. Et dernière question pour mieux te connaître, ça va te faire remonter dans tes souvenirs d'enfance. Quel type d'élève tu étais à l'école ? Alors, je pense que j'étais un élève assez moyen dans la normale, j'ai envie de dire. 12 de moyenne, je pense, le long de ma scolarité. Donc non, j'ai jamais été excellent. Jusqu'au moment en fin de licence 3 où j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire après, travailler dans les risques, le domaine côtier, où là j'ai commencé à bosser un peu plus sans m'en rendre compte, parce que ça me plaisait, c'était beaucoup plus simple, et là j'ai eu de meilleurs résultats. Et t'as trouvé ta voie. Voilà, je pense que ça c'est un peu le déclencheur. Tu trouver un peu un objectif et tu travailles sans t'en rendre compte. Ouais. C'est dingue, il y a toujours beaucoup de monde nous disent qu'arrivé en fin de licence, etc., c'est là qu'il y a une révélation. Bon, avant de passer à la suite, une petite présentation s'impose. Donc Charles, tu es aujourd'hui post-doctorant au laboratoire ID. Mais avant ça, tu as mené ta thèse à l'Institut Terre et Environnement de l'Université de Strasbourg. Donc le titre exact de ta thèse, accrochez-vous, signature morpho-sédimentaire de la dynamique juxtaglaciaire à la transition de front glaciaire marin à terrestre, le cas de la côte nord du Québec, estuaire et golfe de Saint-Laurent. Bon, ça peut sembler compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout décortiquer. Bon, pour comprendre un peu mieux le sujet, remontons 20 000 ans en arrière, pendant la dernière grande période glaciaire. À cette époque, une immense calotte glaciaire, appelée Inlansis, Laurentien, recouvrait presque tout le Canada. Imaginez en gros une grande masse de glace gigantesque, épaisse de plusieurs kilomètres, qui s'étendait jusqu'aux États-Unis. Cette Inlantis, c'est un peu comme l'Antarctique aujourd'hui, une mer gelée à perte de vue.
Avec le réchauffement naturel de l'époque, cet inland ice, il a commencé à fondre et à reculer, un processus qu'on appelle déglaciation. Mais ce retrait, il n'a pas été uniforme. Il y a eu des pauses, des réavancées, et à chaque mouvement de cette masse de glace, ça a laissé des traces visibles dans les paysages et des dépôts de sédiments. C'est précisément ce que tu as étudié dans ta thèse. Et donc, ta recherche, elle s'est concentrée sur la côte nord du Québec, une région qui est traversée par le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent, c'est pas n'importe quel fleuve, c'est un fleuve assez majeur dans cette zone. Il relie les grands lacs à l'océan Atlantique, en passant par le Québec, et c'est surtout le plus grand estuaire du monde. Donc une immense zone où l'eau douce et l'eau salée se rencontrent, avant de s'élargir dans le golfe du Saint-Laurent. Et en bref, ta thèse, elle met en lumière l'impact des glaciations et des déglaciations sur les paysages, et elle montre comment les glaciers, ils ont sculpté les environnements marins et terrestres. Mais ta recherche, elle ne s'arrête pas au passé, puisque en étudiant ces dynamiques anciennes, elle nous aide en partie à mieux comprendre l'avenir de notre planète face au changement climatique. C'est beau. Très bien résumé, merci Chloé. Ouais, vous avez fait un sacré travail, effectivement. Ah oui. Est-ce que ce résumé te convient ? Est-ce que tu veux compléter avec tes mots d'expert ? Ouais, non, c'est un très bon résumé. Effectivement, je pense que c'était une thèse entre du coup Strasbourg et le Québec en co-tutelle, qui a débuté en co-tutelle pour commencer. Et donc le terrain d'étude était au Québec sur du coup un ancien glacier qui a disparu, un glacier qui était assez gigantesque. C'était le plus gros glacier de l'hémisphère nord à cette époque-là, il y a 20 000 ans. Il s'appelait comment en fait ? On l'appelait l'inland ice laurentidien. Ah ouais. Oui. Et du coup ce système-là avait par son extension spatiale qui était gigantesque, avait un important contrôle sur le climat, sur le niveau marin, etc. Et donc nous, pour faire une petite parenthèse, ce qu'on avait en Europe, du coup, donc on parle de glaciation dite de Würm et de Wisconsinien en Amérique du Nord, mais du coup, nous, en Europe, on avait un glacier qui était sur l'Écosse, l'Angleterre, et qui faisait à peu près plus d'1 kilomètre d'épaisseur au niveau de l'onde. Donc, il faut imaginer qu'on avait la même chose en Europe, mais aussi un système un peu plus petit, mais qui était aussi monstrueux. Et donc, pour revenir, on va dire, sur mon sujet de recherche, le but, c'était de faire vraiment un focus de la déglaciation. Donc, c'est après le dernier maximum glaciaire. Donc, on est autour de 20 000 ans, et on a un système qui, de 20 000 ans, il y a 20 000 ans, jusqu'à 6 000 ans, on va avoir du coup une décroissance, une fonte de cet inland ice progressif. Donc, ça met quand même à peu près 14 000 ans. Et moi, j'ai un focus du coup sur la transition marin-continentale du glacier. En fait, il faut imaginer les marges glaciaires, elles sont flottantes en mer, à une marge glaciaire qui devient ancrée continentale sur le continent. Okay. Et donc, c'est cette transition-là qui pose beaucoup de questions, en tout cas quand on s'intéresse aux anciennes glaciations, puisqu'il y a beaucoup moins d'archives, beaucoup moins d'artefacts qui sont plus on va dans les anciennes glaciations, plus les glaciations qui suivent vont effacer ce qu'on avait des anciennes. Oui. Donc c'est pour ça que s'intéresser en tout cas à la transition marin-continentale sur la dernière glaciation permet du coup d'avoir plus d'archives pour mieux comprendre cette transition-là des anciennes glaciations. Et donc après, oui, effectivement, on peut essayer d'exporter ce sujet et ce qu'on en comprend sur du coup la dynamique actuelle. Même si transposer, c'est... Ça, c'est limite des fois. Oui, c'est aussi une thèse à part entière, ou même plus qu'une thèse. Oui, ça peut être des fois une histoire de vie pour des chercheurs. Ouais, c'est très dur. Et pour un peu reposer les bases, est-ce que tu peux réexpliquer c'est quoi un glacier ? C'est quoi une inland ice ? C'est différent de la banquise aussi. Ah oui, bonne question ça. Ouais, alors donc on a plusieurs types de glaciers. Donc on a ce qu'on peut nous en France voir le plus couramment, c'est les glaciers alpins qu'on a du coup près des Alpes, qui sont en sortie de vallées glaciaires, en sortie de zones d'accumulation glaciaire. Et là, les inland ice, c'est des systèmes majeurs qui vont recouvrir donc un continent. Donc là, on peut imaginer le Groenland, on peut imaginer l'Antarctique, où ça va être une glace qui est si épaisse qui passe au-dessus de toutes les montagnes qu'on peut imaginer. Donc c'est une calotte qui recouvre totalement du coup le continent. Ah oui, c'est dingue. Et c'est inland ice, c'est vraiment un système majeur en termes de superficie. J'ai plus les chiffres en tête, mais
Je crois que en dessous de 50 000 km², c'est une calotte glaciaire. Et au-dessus, tu passes à l'Inlantis. Ouais, voilà. Ouais, c'est énorme. En fait, ça, c'est toute l'Amérique du Nord. C'était de la glace, quoi. C'est ça, Ouais, hein. c'est ça, ça descendait jusqu'aux grands lacs qui sont aux États-Unis aujourd'hui. Ouais. Et actuellement, alors là, l'Antarctique, c'est un Islantis. C'est ça. Antarctique et Groenland, ouais. Et l'Antarctique, c'est en haut et l'Arctique, c'est en bas. Ah non, c'est l'inverse. Enfin, pôle Nord, Ouais, pôle Sud. exactement. Ça repose des bases. L'Antarctique, c'est au sud. C'est là, en ce moment, où du coup, Ça les fond. skippers du Vendée Globe font le tour de Ah oui, ils sont rendus là. Ouais. Et Exactement. la banquise, du coup, ça n'a rien à voir. C'est son vraiment- prolongement qui est en mer. Ah ok, c'est ça, c'est des petits morceaux de glace qui Ouais. flottent dans l'eau. Qui flotte, pas forcément des morceaux, parce que là, ça va être C'est des des icebergs, mais icebergs, du ouais. coup, Ah oui. la banquise, c'est vraiment le prolongement de l'île Lantis en mer. Donc, ça peut être des systèmes qui sont dans des baies, on va dire, mais qui peuvent être gigantesques. Ouais. Ok. Il me semble, enfin, la différence vraiment, c'est que les glaciers, ça va être de l'eau douce, tandis que et les icebergs, ça va être des morceaux du glacier qui partent en mer. Ouais. Et la banquise, c'est vraiment de la mer qui gèle, donc c'est de l'eau salée. Ouais, Ok. ce que du coup étudie pas mal Tara Océan, je pense. Ouais. Mm. Ils vont se jeter avant que la banquise ne se forme l'hiver, ils se jettent dans. Et du coup, ils attendent que le bateau soit bloqué dans la banquise pour faire du coup pas mal d'études. Ouais. Ok, d'accord. Exactement, merci Chloé. Et là, du coup, tu étudies le mouvement là, de ces glaciers, mais pourquoi, il y a 20 000 ans, il s'est mis à fondre, en fait? Alors, donc on a une succession, enfin du coup au niveau du climat mondial et au cours du passé, on a une succession de périodes glaciaires et interglaciaires, donc de périodes froides et chaudes, qui sont en majeure partie dues à, on va dire, au mouvement de rotation de la planète Terre, donc excentricité, obliquité. Donc ça, c'est les cycles de Milankovitch qui fait que la planète va se refroidir plus sur certaines périodes. Donc les premiers cycles de Milankovitch, je crois, c'est 400 000 et 100 000 ans. Et qui sont dus à l'excentricité. Et on a aussi des cycles dus à l'obliquité de la planète Terre, qui eux sont des cycles autour des 40 000 ans. Ok. Et donc, des fois, on a des phases de cycle, en fait, où ces trois alignements-là, ces trois 400, 100 et 40 000 peuvent s'aligner et faire une T'es grosse plus proche période froide. du soleil ou plus loin, quoi. Ouais, des fois, c'est ça, ouais, l'ellipsoïde de la rotation de la planète Terre autour du Soleil. Des fois, on est sur du coup une phase plus éloignée, et donc et après il n'y a pas que ça qui joue, il y a aussi les taux de CO2 dans l'atmosphère, la tectonique avec le nombre de CO2 qui est relargué par les volcans, etc., qui peut refroidir ou réchauffer, et du coup on peut faire une sortie glaciaire. Voilà, donc ça c'est un peu en marge de mon sujet de thèse, mais du coup voilà, il y a 20 000 ans, on quitte cette période glaciaire. Et on va avoir du coup cette tendance à faire fondre en tout cas les îles Lancis qui sont assez au sud en tout cas des pôles. Donc là on a conservé l'Antarctique et le Groenland qui étaient plus étendus au niveau du DGM il y a 20 000 ans. Mais du coup en Amérique du Nord, au niveau du Canada et des États-Unis et en Europe, on est trop au sud et du coup ces calottes-là ont commencé à fondre. Tout à fait. Ok. Ça fait penser à l'âge de glace, en fait, ce qu'on raconte. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Au moment où tout commence à fondre, etc. Ouais, c'est ça. On a une succession de plein de périodes de glaciation et déglaciation. À chaque fois, ça. Oui, il fait plus glaciation, frais, c'est quand ça glace. T'as la glace. Déglace, Et quand ça déglace, tout fond et le niveau marin augmente. Et ça crée des traces dans les paysages et ça les modifie. Et en parlant de ces traces, toi, si j'ai bien compris, c'est ce que tu appelles signature morpho-sédimentaire. Ça va être quoi, par exemple, comme type de traces ? Oui, tout à fait. Alors, les signatures morpho-sédimentaires, on peut les décomposer en deux mots, donc morpho et sédimentaire. Morpho pour morphologie ou géomorphologie. Forme. Et si je peux plus détailler ce mot-là, en fait, ouais, c'est ça. C'est quand on voit un paysage, on a des creux, des bosses, du coup, une topographie. Et donc la morphologie ou géomorphologie glaciaire, ces signatures en tout cas, c'est de repérer donc les signatures topographiques en regardant un paysage qui sont dues au glacier. Et du coup, une fois qu'on carte ça et qu'on identifie ces signatures, on y reviendra peut-être après, de parler de moraines, d'esquerres, qui sont des systèmes géomorphologiques glaciaires, nous permet ensuite de nous renseigner sur une carte comment le glacier s'est retiré, comment est-ce qu'il avait des dynamiques rapides et tu vois en termes de vitesse, etc., etc. En fait, et non, vas-y. Et la deuxième partie sédimentaire, en fait, c'est
Lors de son retrait, en fait, un glacier, faut imaginer, il glisse lentement sur le sol. Des fois, on peut aller jusqu'à max 500, 600 mètres par an en termes de vitesse. En moyenne, on est autour des 50, 80 mètres, en tout cas pour les marges au niveau du Linensis laurentidien. Et lorsqu'il glisse, en fait, on va râper, si je puis dire, éroder donc le sol qui est en dessous. Et on va amener des sédiments jusqu'aux marges glaciaires, en fait, dans le sens de l'écoulement. Et le fait, en fait, d'avoir ces archives sédimentaires qui arrivent tout au long de la vie du glacier va permettre de retranscrire des accélérations, des stabilisations, des événements climatiques majeurs. Et donc, c'est la deuxième partie de ma thèse où je m'intéresse à un système, donc le système de Pentecôte, qui est un système donc sédimentaire qui va enregistrer précisément donc cette transition marin-continentale de la marge glaciaire. Et donc, c'était... Voilà. Est-ce que j'ai répondu à peu près à la question ? D'ailleurs, ça me fait penser à... Quand tu dis que le glacier il glisse, en fait, il va dans... Est-ce qu'il y a un sens ? Est-ce que genre ça... Enfin, ça se trouve, c'est débile ce que je dis, mais est-ce que le glacier glisse depuis les terres jusqu'à la mer ? Ou alors il se rétracte et... Enfin, il n'y a pas vraiment de sens. En gros, quand ils fond, ça fond dans tous les sens. Ouais, je vois à peu près ta question. En fait, le glacier, ça s'affranchit quand même de la topographie qui existe, mais il est quand même dirigé en partie au bassin versant. Mais en fait, ça va être un système de dômes. En fait, le système laurentidien, l'Inlandsist, il avait 3 dômes majeurs. Je crois que c'est Labrador, laurentidien. Enfin, oui, c'est ça, Labrador, laurentidien et un autre. J'ai plus le nom en tête. Et en fait, il faut imaginer un dôme, c'est l'endroit où on a le plus d'épaisseur du glacier. Et donc, c'est à partir de ce dôme-là qu'on a des vecteurs d'écoulement qui vont... Tu vois, en fait, c'est les zones un peu d'accumulation préférentielle où on amasse le plus de précipitations qui se transforment en glace. Ça, et du coup, c'est pas comme un glacier alpin où il y a une zone bien définie et ça coule dans la vallée glaciaire. Là, ça s'accumule à 3 points importants. Mais je me demande pas pourquoi il y a ces 3 points-là. Je sais pas pourquoi, du coup, peut-être vu son extension spatiale, il avait besoin d'avoir 3 dômes. Oui. Et du coup, on a cet écoulement qui se dirige du coup vers la mer du glacier, qui part de ce dôme et qui, vers la fin, plus l'épaisseur du glacier est faible, plus il va être, on va dire, influencé par la topographie locale, les anciennes bassins versants, etc. Ouais. Oui, c'est ça. Ça, au début, on disait glacier alpin. Ouais. Bon, c'est glacier alpin, mais en vrai, t'en as pas que dans les Alpes, t'en as aussi partout, quoi. Tout à fait, en Patagonie, oui. en Himalaya, enfin partout sur Terre où il peut y avoir de la glace. Alaska, Nouvelle-Zélande. La différence, c'est que ça, glacier alpin, il est contraint par la vallée, donc il avance vers l'avant. Tandis que les calottes glaciaires, en soi, c'est vrai que c'est une sorte de dôme et ça part dans tous les sens. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, je sais pas, un peu le... Je sais pas, on a parfois la vision du glacier qui ne bouge pas, mais ça avance de fou. Mais c'est un peu, souvent c'est comparé à du miel, tu vois, ça fait visqueux et ça bouge, ça avance. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'on dit ça avance, parce qu'en soi il avance, il glisse et tout, mais ça recule aussi lors de la fonte des glaces. Enfin, c'est un peu, ça avance et ça recule, c'est ça la... Ouais, on a toujours une avancée de la glace. Et c'est vrai que quand moi je travaille sur 2, 3 000 ans, 4 000 ans de zone d'étude, je me dis, ah oui, il y a eu un retrait quand même de 700, 800 bornes, et je me dis que c'est des vitesses importantes, mais en fait non, quand tu remets ça à l'année, c'est vraiment avance, très lent. Mais moi, quand tu dis déjà 500 mètres en un an, c'était ça à peu près c'est à peu près, ça c'est une surge glaciaire. 600 mètres par an, c'est déjà une purge, c'est-à-dire après une stabilisation, on a un glacier qui accélère beaucoup. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est pas... Si on se resitue aujourd'hui, je crois que les glaciers actuels, certains, ça peut être en certaines périodes plusieurs mètres, mais c'est souvent de l'ordre du centimètre. Quelques mètres par an, Ouais. Mais ce qui est surtout important de retenir, c'est qu'en gros, si j'ai bien tout compris, quand le glacier se déplace, qu'il fond, qu'il recule, ce qu'il fait, ce qu'il veut, quoi, ça va complètement te transformer le paysage. Ça crée des vallées. Comment que ça se passe ? Oui. Alors, en termes d'agents d'érosion, on peut mettre, en tout cas, ce qui a modifié le paysage au Canada, les glaciations, c'est ce qui, on va dire, transforme les bassins versants à un premier ordre. Après, tout ce qui va, lors des périodes interglaciaires, tous les processus, l'agent d'érosion de l'eau, etc., ça va être des facteurs secondaires à côté des glaciers qui peuvent littéralement transformer le bassin versant.
Et au niveau des paysages, il faut savoir que quand le glacier, du coup, en période glaciaire, quand il va passer, il va vraiment tout raser. Oui, il décape tout, quoi. Tellement il est lourd, tellement il est érosif. Tous les sols qui étaient présents avant, dans une période interglaciaire, ils vont être poussés jusqu'à la mer en soi. Tu repars en fait d'une page blanche après une glaciation. Ou du coup ça Oui, pour l'image, en fait, c'est comme si quand tu mets je sais pas, ton râteau sur le sable et que tu pousses, c'est tout le sable qui dégage. En fait, c'est un peu ton image de tous les sédiments qui partent, en fait. Il faut imaginer qu'il est tellement érosif que dans sa première phase, il érode les sols très rapidement. Et après, il va attaquer la roche-mère, on va dire. Oui, il arrête. Et puis, en dehors de sa masse, il se charge je sais pas, il emmène tous les cailloux avec lui. En avançant, forcément, ça raye tout, ce qui est assez... Ouais. C'est vrai. Tous ces éléments, Putain, c'est fort. Ouais, on appelle ça l'abrasion. Abrasion sous glaciaire. C'est-à-dire, on est sous le glacier et du coup, on a fait un mécanisme... Faut imaginer, si on a un papier à poncer du bois, on a vraiment un appui très fort et le fait en fait qu'il arrache des blocs, faut imaginer que sous ce petit papier à poncer, en fait, on a des gros grains qui sont vraiment très, qui vont vraiment décaper parce que tous les blocs qu'il arrache, en fait, ils sont traînés sur le sol et vont jouer du coup cet agent d'érosion. Donc, faut imaginer que moi, à la sortie de mes systèmes, j'ai quand même beaucoup de sédiments qui arrivent parce que le glacier est quand même assez gigantesque en extension spatiale. Et donc, on est vraiment sur des longues distances et on peut vraiment amener beaucoup de sédiments en sortie. Donc, on est sur des taux de sédimentation qui sont qui sont extrêmement importants. Ils sont énormes. Pour donner juste un petit ordre d'idée, par exemple, sur le système de Pentecôte, là, qui enregistre la transition, donc on est à peu près sur 1000 ans, 1500 ans d'enregistrement pour la transition et on fait jusqu'à plus de 100 mètres d'épaisseur de sédiment, ce qui est énorme. On va sédimenter 100 mètres d'épaisseur sur un système qui fait à peu près 8 km sur 10 km. Donc on imagine qu'en 1500 ans, on crée un volume gigantesque de sédiments à la sortie du glacier. Ah ouais, top, c'est le glacier qui, en bougeant, a amassé tout ce petit tas, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Et je me demandais, en lisant un peu ce que tu nous as envoyé pour qu'on prépare le sujet, tu parles du fait que donc on était dans une période de fonte, mais il y avait quand même des phases de pause et de stabilisation. Et à quoi c'est dû? Alors oui. Alors ça, c'était en grande partie le sujet de ma thèse. Et après, même si on s'en doutait, il fallait essayer de voir exactement quels étaient les facteurs qui jouaient. Donc c'est surtout la topographie et du coup les événements climatiques globaux, donc des périodes froides. Il n'y en a pas que... On n'a pas que fin de la glacière, il y a 20 000 ans, fin de la période glaciaire, et ça, il fait très chaud d'un coup. Ouais, on va avoir des petites périodes plus froides qui vont, du coup, avoir tendance à ralentir du coup le retrait de la glace et du coup créer des mini-stabilisations qui peuvent durer des centaines d'années, voire quelques milliers d'années parfois. Et on a aussi un rôle important qui est lié à la topographie en dessous du glacier. Par exemple, si on a une bosse et du coup dans le recul, le glacier rencontre un peu cette bosse, en fait, le fait qu'il monte légèrement en altitude ça lui donne un peu je sais pas comment dire aussi, un petit frein, quoi. Ouais, un petit point d'appui où il prend pied en fait, comme si tu es en mer et tu prends appui sur un banc de sable qui est un peu plus haut. Ouais. Et ben c'est un peu pareil en fait dans son retrait, il prend appui sur la topographie en dessous, sur une sorte de bosse ou un escarpement. Dans le cas de mon étude, c'est un escarpement côtier qui fait à peu près plus de 1000 mètres. Il descend à 500 mètres de profondeur et on a un plateau actuellement qui est à 500 mètres d'altimétrie. Donc on a 1000 mètres, un escarpement qui va à peu près 1000 mètres. Et donc là, le glacier, il va arriver sur cet escarpement-là et il va vraiment se stabiliser de manière pérenne et enregistrer donc la transition marin-continentale. C'est pour ça qu'on est à peu près, du coup, le long de la côte nord du Québec pour cette zone d'étude. Ce qui va se retrouver bloqué au niveau, au moment de passer là où on a la côte et on passe dans la mer, il est bloqué le glacier, c'est ça? Eh ben, il va avoir son retrait fortement ralenti, voire stabilisé à cette zone-là, ce qui a permis du coup d'enregistrer dans une même zone, le long de la côte nord actuelle, du coup cette transition marin-continentale, tout à fait. Ok. Et t'en parles beaucoup, c'est au cœur du sujet, cette transition. Pourquoi c'est
c'était important et pourquoi avoir choisi de se focus vraiment sur cette zone terre-mer? Alors, ce projet, il prend naissance, bien sûr, dans les travaux de recherche, souvent des directeurs de thèse. Et donc là, moi, j'avais, je vais redonner un petit contexte, j'avais 2 directeurs, Jean-François Gienne à Strasbourg, qui travaillait surtout, qui a, on va dire, une grosse part de son projet de recherche sur les anciennes glaciations, notamment lors du Gondwana, etc. en Afrique. Et j'ai aussi un autre directeur qui travaille sur les glaciations du coup quaternaires, donc les plus récentes au niveau du Québec. Et du coup, l'association, leur collaboration, voilà, elle arrive au Québec puisque Jean-François, qui travaille sur les anciennes glaciations, avec beaucoup moins en tout cas d'enregistrements, d'archives pour mieux les comprendre. La transition marin-continentale des anciennes glaciations étant très dure à identifier, à localiser. Le fait de s'intéresser sur ce type de chantier, de période pour la dernière glaciation, donc dans le cas notamment avec la collaboration de Patrick, mon autre directeur canadien, c'était donc de mieux comprendre les forçages climatiques, la réponse du glacier, pourquoi il se stabilise là, etc., etc., pour reporter ça sur le chantier notamment d'Afrique, de Gondwana. Donc c'est une glaciation qui a 600 millions d'années, une très vieille glaciation. Voilà. Donc elle s'insère un peu dans ce projet de recherche-là, ma thèse. Et pourquoi la transition marin-continentale aussi? C'est parce que au niveau du Québec, là, le long de la côte nord, on a cette possibilité d'avoir des systèmes sédimentaires qui enregistrent cette transition, qui n'ont jamais été étudiés avant. Donc c'était aussi une chance, une occasion de pouvoir avoir un système local, en tout cas Pentecôte, parce que la transition marin-continentale ne se passe pas au même moment le long de la côte nord. On a des zones où ça déglace, par exemple, 800 ans plus tôt, parce que tout se déglace pas parfaitement bien par rapport... donc on a cette transition marin-continentale qui, du coup, ça va être un petit focus localement, en tout cas, pour pouvoir après s'insérer dans une compréhension plus régionale à la hauteur du Québec. Voilà. C'est ton espace en fait laboratoire d'une dizaine de kilomètres, non plus que 10 kilomètres. Oui, c'est ça. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais 2 signatures morphosédimentaires. Géomorphologie, j'avais du coup un système de cannelures qui s'étendait sur 500-600 km le long de la côte nord. Et le deuxième, c'est du coup l'enregistrement pur et simple de la transition marin-continentale, qui est un système sédimentaire qui fait 10 km de large. Donc oui, qui me permet d'avoir, si on exporte un peu plus, qui me permet d'avoir un focus sur une zone qui fait à peu près 50 km de large, quoi. Ok, donc en gros, ça, c'était 2 zones de terrain. Ouais, c'est ça, une qui est imbriquée dans l'autre, tout à fait. Et ma thèse se composait, on va dire, de 2 clés de réponse pour répondre à la question comment le glacier... sur la transition. Ouais, voilà, c'est exactement. Ok. Et du coup, si on se focus un peu plus sur la thèse en elle-même, est-ce que tu peux un peu expliquer quelle méthode toi tu as utilisée pour mener ton étude, en quoi ça consistait, quel était le but? Ouais, ça marche. Alors, donc comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai un peu une thèse entre 2 domaines, la géologie et la géographie, avec du coup une approche géomorphologique et sédimentologique. Donc géomorphologique pour l'étude des paysages, très analyse spatiale, géographie, donc avec notamment des données LIDAR, des données bathymétriques, donc qui avaient déjà été faits, qui sont en open data avec le gouvernement du Canada. Et aussi la photogrammétrie drone qui a été mis en place pour faire de la prospection et pour faire des modèles 3D, qui a servi ensuite dans l'approche sédimentologique, donc l'étude des sédiments, des successions sédimentaires, où là c'est des levées, des logs sédimentaires qu'on appelle ça, c'est-à-dire quand on arrive devant un affleurement qui fait 100 mètres de hauteur, et on commence à creuser, j'ai envie de dire, mais à voir la succession sédimentaire, les structures, est-ce qu'on a un banc de sable, un banc de galets pour faire ça grossièrement, est-ce que du coup, par exemple, si on passe de sable à des graviers, à des galets centimétriques, ça veut dire qu'on a soit une progradation du système, je commence à rentrer un peu dans les détails, ou soit en fait, on a cette accrétion sur un même point donné, signifie, dans le cas d'un système glaciaire, qu'on a une réavancée de la marge glaciaire, en fait. Donc, le fait de s'intéresser aux points de vue sédimentaux va me permettre d'avoir une idée de où se situe la marge glaciaire en relatif plus ou moins proche
de la zone où je l'ai déposé. Donc voilà. Et puis j'ai aussi quelques datations carbone 14. Ah, ça on connaît. Oui, on trouve quelques coquilles dans les sédiments glaciaires. Il faut imaginer que elles sont assez rares en fait. Et puis de toute façon, elles sont assez rarement préservées, même si on est sur la dernière glaciation. Sous les marges glaciaires, on avait des Yatella artica. Il n'y a pas que ces petits mollusques-là qui vivent, ces petites coquilles, mais en tout cas, on a pu retrouver quelques coquilles à certains moments dans la succession sédimentaire et de pouvoir du coup de fixer en absolu certains âges. Du coup, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait des coquilles au tout début. Tout près de la Roche-Mère, au tout début de la sédimentation du fan Pentecôte, du système Pentecôte, et à la toute fin, dans les derniers forceps, ce qui a permis de nous donner un âge de c'est pratique ça. Ouais, c'était une chance assez folle qu'on ait du coup ces coquilles un peu au début et un peu à la fin, qui nous permettent de dire que le système de la transition marin-continentale s'est opéré en un peu plus de 1500 ans. Un peu moins. Je vais me permettre de revenir en arrière, parce que là, je pense que tu as perdu beaucoup de gens. Si je recommence par la première phase, du coup, tu as parlé d'analyse à partir d'images LIDAR, etc. Si on peut en fait, comme on est sur des zones spatiales assez élevées et que on a besoin de faire une cartographie des paysages, comme je le disais tout à l'heure, les données LIDAR, en fait, ça va être... on peut imaginer un avion avec non pas une prise de photo, mais un système laser qui envoie un faisceau laser sur le sol et qui revient à l'avion. Et du coup, ça permet de donner une information altimétrique du paysage. Et donc, l'avantage du LIDAR, c'est qu'il y a une densité importante de points et donc on peut avoir une résolution assez élevée. Et donc là, on est autour du 1 mètre, donc résolution du pixel, on peut imaginer comme en photo. Et donc, le fait d'avoir une résolution 1 mètre permet de cartographier donc, des structures glaciaires qui feraient aux alentours de 2-3 mètres. Il faudrait 3 points pour une ondulation, donc je peux carter des choses qui font 3 mètres ou plus. Et donc, ça me permet, sans aller sur le terrain, parce que du coup, ce que faisaient les anciens chercheurs là-bas, c'est qu'ils avaient des photographies aériennes qu'ils prenaient l'hiver, parce que l'hiver, il n'y a pas de végétation, donc ça te permet de passer outre les feuilles des arbres, la végétation, et du coup, de mieux voir les morphologies qui sont en dessous. Et l'avantage du LIDAR, c'est comme on a un laser avec une grosse densité de points qui arrive sur le sol depuis l'avion, on va pouvoir traverser cette canopée, cette végétation, et du coup pouvoir se soustraire de toute la végétation quand on voit du coup la carte en fait. Et ce qui permet donc de carter avec précision et presque, j'ai envie de dire, en limitant la perte en tout cas de la cartographie. Et ça te permet d'aboutir à une cartographie là, donc des formes, ce que tu appelles les formes glaciaires. Mais si je résume, en gros, ça te permet de savoir où le glacier est passé, où il a un peu fait de l'abrasion, de l'abrasion. C'est quoi ces formes en fait glaciaires ? Alors, on peut avoir plusieurs types de formes, effectivement, des formes d'abrasion sous-glaciaire. Donc, on peut imaginer des stries. Donc c'est comme si je rayais, le sol. Ça se voit avec ça te fait des et ben moi, griffures, ça on peut pas aller voir au lidar, mais en tout cas l'un de mes 2 projets de thèse, donc le premier sur la géomorphologie, c'était les cannelures sous-glaciaires. Donc il faut imaginer les cannelures, c'est des systèmes qui peuvent faire. Il faut imaginer une strie en fait comme une rayure sur un téléphone, sauf que cette rayure-là, le glacier, il va la laisser, elle fait 300 mètres de long, elle peut faire jusqu'à une dizaine de mètres de large, 4-5 mètres de large sur du coup une hauteur de 2-3 mètres. Donc ça, je la vois très bien en cartographie LIDAR. Et donc, il faut imaginer que pour former ça, il faut vraiment que le glacier, il soit... Donc là, c'était en haut de l'escarpement, il est vraiment un appui très fort sur le sol. Et du coup, c'est des contraintes, en tout cas, tellement fortes qu'elles vont créer ces formes d'érosion gigantesques, en fait. Et donc, on a aussi d'autres formes qui sont les formes d'accrétion. Donc là où le glacier n'érode plus ou pas, enfin en tout cas non, il ne peut pas éroder là où il forme des formes d'accrétion, c'est-à-dire qu'en sortie de forme d'abrasion, lorsqu'on a un espace disponible, on va du coup déposer les sédiments qui ont été érodés juste précédemment. Donc on a ces 2 types-là, des formes d'abrasion sous-glaciaire et des formes d'accrétion. Il dépose tout ce qu'il a arraché. Exactement. Ça fait un petit tas. Tout à fait. C'est des moraines, non ?
Eh ben, des formes d'accrétion possibles, oui, tout à fait. Ça peut être des moraines, ça peut être des esquerres. Donc les moraines, faut imaginer en fait que lorsqu'on a un glacier, donc comme Chloé et même Mathilde vous disiez tout à l'heure, effectivement le glacier il avance toujours à une vitesse de quelques mètres par an, peu importe le nombre de vitesses, mais il va avancer. Et des fois, il avance en ayant une marge stabilisée. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certaines conditions, le glacier avance toujours, mais on va avoir du coup en sortie au niveau de la marge glaciaire une ablation assez rythmée, continue, ce qui fait qu'il avance, mais la glace au niveau du pied du glacier disparaît de manière continue. Et donc, on va avoir les sédiments qui vont arriver toujours à peu près sur une même ligne. C'est un peu un tapis roulant, ton glacier. Exactement, en fait. Qui s'arrête au même endroit. Okay. Et donc, tous les sédiments qui arrivent lorsque le glacier est stabilisé, on va dire, stabilisé sur cette ligne, il va déposer au fur et à mesure des sédiments et forme un peu ce petit talus de blocs, de débris, de sable, du til par exemple, c'est des sédiments glaciaires un peu chaotiques. Et donc, on a cette ligne-là qu'on peut suivre des fois sur des centaines de kilomètres au Canada, et d'ailleurs qui, depuis une dizaine d'années, peuvent être datées par des méthodes cosmogéniques, donc je ne pars pas dans les détails, mais on peut en tout cas avoir pour une ligne de stabilisation, un âge précis. Okay. Ouais, donc, Et donc, on savait que le glacier s'est stabilisé à cette époque-là, etc. Donc, en gros, tout ce qui est le lidar, la carto, ça permet vraiment de voir le chemin qu'a pris le glacier et ça te donne une piste sur comment il a avancé, sa vitesse, enfin peut-être pas sa vitesse, mais ok, donc là c'est bon, je vois. Mais c'est dingue, hein, parce que le lidar, ça a vraiment changé révolutionné la recherche. Enfin, tout le monde te parle de ça. Et... En fait, tu as pu revenir sur des études qui avaient été faites des dizaines d'années avant et pouvoir les étoffer de bien plus d'informations. C'est pas forcément tout remettre en cause, mais pouvoir appuyer et réfléchir sur des choses qui avaient été faites avec, on va dire, moins d'informations. Et c'était d'ailleurs un travail titanesque quand j'imagine ceux qui partaient dans le Grand Nord Québec il y a une cinquantaine d'années faire ça. C'est impressionnant. Nous, on est un peu des petits joueurs à côté d'eux à travailler. Moi, j'ai travaillé sur le PC du coup avec les données lidar avant d'aller au Québec pour pouvoir savoir où j'allais après quand j'allais sur le terrain. Mais du coup, c'était un travail titanesque, quoi. Et ça te donne vraiment une carte de l'altitude super précise. Moi, je raconte ma vie, mais dans ma thèse, c'est dingue, tu vois. Je travaille sur les inondations par remontée de nappe. Et quand je suis sur le terrain, tout me paraît très plat, à la même altitude. Et des fois, tu as des inondations à certains endroits qui arrivent avant et tu te dis, pourquoi elle arrive là et tout. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais peut-être ouvrir le données lidar, il y a peut-être un truc. Et en fait, c'était vraiment des différences de quelques centimètres que j'ai pu voir qu'avec le lidar. Et c'est dingue. Et pour compléter, souvent, quand on utilise le radar, on complète parfois avec des vols drones. Est-ce que tu as fait du drone ? Alors moi j'ai fait des vols drones, oui, quelques-uns, surtout pour, donc, comme je disais tout à l'heure, faire de la prospection, c'est-à-dire qu'en fait, faut imaginer qu'au Canada, dans ma zone d'études, on a des forêts, pas forcément primaires, mais des forêts parce qu'il y a eu des phases d'abattage. Moi, de ma zone d'études de Pentecôte, tout a été rasé dans les années 80, mais ça a repoussé depuis. Okay. Et c'est tellement, du coup, des forêts qui sont naturelles. On met des temps fous à accéder aux zones d'études. Je crois qu'une fois, on a mis à peu près plus de 3 heures à faire 300 mètres, tellement c'était compliqué. Grimper au-dessus d'un arbre, s'enfoncer dans des sortes de racines pleines de mousse et laisser sa chaussure, repartir avec. L'accès, en tout cas, est vraiment difficile. L'avantage du drone, c'est qu'on peut, en respectant bien sûr les règles de voler à 120 mètres, à vue, etc., on peut aller... rapidement voir un affleurement et voir s'il a un potentiel, en tout cas pour nous, parce que des fois il y a des affleurements où il y a tellement de glissement sur leur surface qu'il faudrait creuser des mètres et des mètres pour atteindre du coup les structures qui nous intéressent. Donc le drone, ça permet dans un premier temps de faire ça, de la prospection dans des zones d'études qui sont parfois difficiles d'accès, et dans une deuxième mesure notamment dans le cadre des levées de logs sédimentaires, donc la succession sédimentaire. On ne peut pas toujours la faire au même endroit dans un affleurement, et d'autant plus que ce n'est pas toujours intéressant de la faire sur une seule ligne. L'avantage de reconstruire un modèle 3D drone, c'est de mieux situer altimétriquement là où j'ai fait du coup les différentes sections de logs sédimentaires, et donc de pouvoir les rajuster les uns sur les autres en fait. Donc ça me permettait donc d'avoir
une donnée plus raffinée et de bien relocaliser altimétriquement là où j'avais fait mes prélèvements sédimentaux. Ouais, parce que si j'ai bien compris, avec ton drone, tu fais des milliers de photos et ça te permet d'obtenir une vue 3D de ta zone. Exactement, c'est ça. C'est chouette, ça. On fait des milliers de photos, donc vue du ciel et aussi vue de face quand c'est un affleurement, c'est une sorte de falaise. Et donc le logiciel qu'il utilisait, c'était Metashape, qui est vraiment super, qui permet donc de reconstituer un modèle très fidèle. On peut des fois même descendre en résolution spatiale, c'est-à-dire avec une erreur inférieure à 2-3 cm. Oui, donc c'est rien. Ce qui est super et qui permet donc même des fois de voir les structures. Par exemple, je voyais, je pars un peu dans le détail, des forceps, c'est-à-dire des directions d'écoulement. Et donc, je pouvais avoir en ayant ce modèle drone et avec, par exemple, un affleurement qui présente une courbature, avoir des idées de pendage et donc de direction de l'écoulement glaciaire. Ok. Voilà, pour pas rentrer plus dans le détail, ça me permet vraiment d'avoir des indications précises. Ok. Donc en gros, donc tu travailles sur le déplacement du glacier avec le lidar, ou même aussi les vols drones, tu fais du repérage sur le terrain. Et je voulais revenir sur les histoires de logs sédimentaires. Donc en gros, c'est des carottes. C'est ça en fait, tu fais des prélèvements sur, là tu disais 100 mètres sur un escarpement. Donc c'est quoi? C'est un versant de falaise en fait. Oui. Et après, ça te permet donc de trouver, de reconstituer l'évolution du sol. C'est quoi en fait l'histoire? Alors on peut imaginer que donc un log sédimentaire, c'est une succession de sédiments. Okay. Dans une carotte. Des petites couches. Carotte, oui, ça pourrait être comme dans une carotte, sauf que là, l'avantage qu'on a, c'est que en fait, la carotte, elle est un peu à l'air libre en fait. Puisque oui, c'est comme une falaise en soi, où au lieu de creuser, on est juste le long. C'est ça. En fait, c'est comme une tranche de gâteau en fait. Exactement. Enfin, sauf que moi, elle est déjà découpée et donc je me situe le long de la tranche de gâteau à voir quelle est cette succession. Que une carotte, quand tu as vraiment... C'est dans le sol, là, c'est... Exactement, tu remontes, on va dire, les infos. Que là, j'étais le long de cette tranche de gâteau. À avoir cette succession. Et j'ai oublié ta deuxième partie de question. Et du coup, cette succession, après, ça te permet de dire, en gros, le glacier, là, il a avancé, il a déposé des sédiments, Exactement. Là, il recule, là, il avance. C'est ça? Oui, tout à fait. En fait, le glacier, soit il est juste, on va dire, juste derrière, il peut pas être au-dessus, parce qu'à ce moment-là, il va risquer d'éroder ce qui a déjà été déposé. Il est juste à l'arrière du coup de ce complexe sédimentaire et du coup, je vais pouvoir déterminer l'influence, on va dire, de la marée, l'influence s'il est proche, s'il a réavancé, par exemple, s'il réavance plus proche de la zone où j'ai déposé, je vais avoir du coup des blocs plus importants, je vais avoir des signatures fluvio-glaciaires, enfin des systèmes, des environnements de dépôt, etc. Ouais, en gros, c'est des tranches de gâteau. C'est un millefeuille, quoi. Ouais, en gros, t'as gravier, sable, gravier. C'est ça, exactement. C'est l'histoire qui est là et c'est à moi de noter. Et quand tu trouves en gros des graviers ou des petits blocs de cailloux, c'est que ça veut dire que là, le glacier, il a déposé ses petits cailloux. Il était en tout cas suffisamment prêt pour avoir exactement ce type de granulométrie parce que du coup, plus on est grossier, on va un peu grossier. Oui, plus on a du coup des sables grossiers, des cailloux, etc., plus il faut de l'énergie et donc plus on va avoir tendance à être proche de la source. Ouais. Exactement. Et donc techniquement, c'est juste, tu arrives sur le terrain face à ton log et tu vas juste le décrire comme ça, prendre des photos et tu prélèves pas par contre. Non, j'ai pas fait de prélèvement de sable, effectivement, et c'est juste une notation. Et après, quand j'ai plusieurs logs, donc là, les logs, en fait, quand j'ai plusieurs logs, après, je dois faire une corrélation entre les logs pour à l'échelle du système qui fait 8 km, comprendre, par exemple, tel point dans le log sédimentaire le plus à l'amont, est-ce qu'il se corrèle avec un autre log, et du coup, je peux dessiner donc des histoires de remplissage au premier ordre. Et pour juste une petite dernière chose, l'avantage qu'on a du système donc, de Pentecôte, c'est qu'il a été... Ah oui, alors est-ce que je donne ce détail? Oui, alors... Vas-y. Il faut imaginer que lorsque je construis mon système, donc le glacier continue de fondre, on a du coup une hausse du niveau marin, mais comme on est sur un système qui était dans un endroit qui était anciennement recouvert du glacier, donc avec un point important du glacier sur le sol, il est très bas. Il est très bas, effectivement. En fait, il y a une compensation isostatique. Et donc, au niveau de la côte nord, là où je travaille, quand le glacier fond, donc le niveau marin monte, mais
j'ai une surrection de mon continent, c'est-à-dire un ajustement glacio-isostatique, bref, bon, pour le terme exact. Mais mon continent se soulève parce que le glacier diminue en épaisseur, donc je vais avoir un... Comment dire, le continent se soulève plus vite que l'eau ne monte. Donc j'ai quand même un différentiel, on appelle ça une sédimentation, un cortège de régression forcée, qui permet, donc, on va avoir une rivière qui va inciser au fur et à mesure, après la fin du dépôt, ouais, excusez-moi, j'essaye de faire le plus simple possible. On a... en fait, on va avoir un continent qui monte, je dépose mes sédiments avec le glaciaire. Une fois que tout ça c'est fini, on a du coup le continent qui continue toujours de monter. Et donc, on va avoir les rivières qui vont inciser le système sédimentaire. Et c'est du coup, j'ai 2 rivières, moi, qui incisent et qui vont me permettre de mettre à nu, j'ai envie de dire, à jour, en tout cas, ces différents systèmes. Ok. Et pour revenir au log, du coup, tu as quand même une zone d'études assez grande. Comment tu as choisi l'emplacement des logs? Pourquoi tu as dit je vais en faire un là et pas ailleurs? Alors, donc la zone de Pentecôte, elle faisait plusieurs kilomètres de large. Il a fallu avant déterminer où étaient donc les zones où le sédiment est à jour, où il n'y a pas de végétation, pas de forêt dessus. Une fois que tu as repéré ça, tu essayes de voir sur des imageries satellites si tu vois des structures dedans, s'il n'y a pas juste des glissements, et du coup, tu ne pourrais pas déterminer de log. Et après, quand tu es sur le terrain, tu essayes de choisir tu les fais par importance, vu qu'on ne peut pas tout faire quand on a des missions de terrain qui durent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il faut faire les principaux, c'est-à-dire les centraux, ceux qui sont aux marges, pour après avoir des corrélations. Et après, tu essayes de faire des intermédiaires pour faciliter tes corrélations entre logs. Et les plus importants sont déterminés aussi en fonction de la richesse des structures que tu y trouves. Ouais. Donc là, j'en avais un qui était au centre, là, le Pentecôte 3, je l'avais appelé. Qui à lui seul, si tu passes à côté de celui-là, tu rends ton travail extrêmement plus difficile, et encore pire, tu risques de faire des erreurs dans ton interprétation. Donc effectivement, le choix est super important, et voilà. Ok. Donc si je récapitule, tu as fait des vols drones, images lidar, etc. pour regarder de manière générale les formes, etc. Des logs. Et tu as parlé dans un dernier temps de datation? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. C'est un peu... Tu veux que je revienne un peu sur les datations? C'est pour compléter tes logs, comment ça s'est passé? C'est ça, en fait. Quand tu fais tes logs, tu as la chance de tomber sur des datations. En fait, quand tu creuses avec ta pelle pour noter les différentes successions, on est tombé à certains moments sur des coquilles, et donc elles permettent d'obtenir un âge absolu dans la succession. En fait, sinon tu n'es qu'en relatif, tu sais juste que ce qui est au-dessus est plus jeune, ce qui est en dessous est plus vieux. Et donc l'avantage des datations permet de tomber là-dessus. Une année précise, Ouais, c'est ça. Après, plus ou moins, j'avais quoi? Oui, vu que c'est de la datation carbone 14 qui a à peu près 10-12 000 ans, j'étais autour des... j'avais quoi, 50 ans, j'étais à 12 000 plus ou moins 50 ans, donc c'est des âges vraiment très précis. Ouais, ça t'a permis de pouvoir dire, là, cette coquille-là, en fait, qui est déposée, et aussi qui n'est pas seulement morte et transportée, là, elle est morte sur place, en fait, selon la position de la coquille, etc., dans le type de sédiment dans lequel c'est des sédiments transportés, etc., donc là, c'est dans des argiles, etc. Donc, on peut savoir que vraiment, dans l'argile dans laquelle les coquilles étaient déposées, c'est exactement à cet endroit-là on était autour de l'âge de la datation des coquilles. Du coup, ça te permet vraiment de pouvoir dire, après, pour tes couches au-dessus ou en dessous... on sait qu'on est plus jeune que cette date-là ou plus vieux que cette date-là. Ouais, tout à fait. C'est pas mal pour calibrer ton recul ou ton avancée de glacier. Enfin, plutôt de l'avancée, là, je pense. Exactement, oui. Ok. Et c'est long, les datations, du coup, t'envoyais ça dans un labo au Canada? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas moi qui les a faites. J'ai juste préparé les échantillons. Il faut les laver, il faut les passer à l'étuve. Et après, du coup, il y a un service à l'Université Laval, à Québec, qui fait les datations. Donc, je sais pas, c'est à peu près, je vais pas m'avancer, autour de 100, 200, 300 € la datation. Ok. Et oui, j'avais la réponse sous 2-3 mois, donc c'était assez rapide, effectivement. C'est cool, Après, j'avais pas beaucoup de datation, mais des thèses où il y a vraiment beaucoup de datation,
Ça peut prendre du temps dans le cheminement pour avoir ces résultats qui arrivent des fois au bout de 2-3 ans de thèse. Moi, j'avais la chance que ça arrive assez vite, les résultats de ces datations-là. Et pour la petite anecdote, moi, il y a 4 échantillons de coquilles qui ont été datés sur 2 sites différents, donc ça m'a donné 2 âges. Et pour 2 de ces datations-là, en fait, c'était une sorte de coquille qui donnait un âge assez dingue, voire 7000 ans plus jeune que le système. En fait, il s'agissait de coquilles qui n'ont pas été déposées pendant le glaciaire. En fait, quand on voit la rivière qui va inciser mon système, là, ça apporte du coup des sédiments qui sont bien après du coup les sédiments glaciaires. Et donc ces coquilles-là, c'était des coquilles d'eau douce dans des systèmes très turbulents. Donc il faut imaginer quand la rivière incisait, on avait des systèmes de mouille et de seuil avec des systèmes très turbulents. Et là, on a du coup ces coquilles qui arrivent, qui sont mortes sur place bien après l'histoire de glaciaire. Donc c'est pas un âge que j'ai utilisé, mais voilà. Mais du coup, c'est pour ça que l'identification des coquilles, de leur espèce, pour être sûr que c'est les Yatella artica, on est sûr que c'est des coquilles qui sont dans les environnements glaciaires, périglaciaires, etc. est super important. Oui, parce que sinon tu peux faire dire n'importe quoi. Mais voilà, exactement. Sinon, le glacier n'était plus là à 3000 ans, parce que c'était autour de 3000 ans. Non, tout avait fondu à 6000 ans, donc on était sûr que c'était pas ça. Et du coup, si je vais un peu plus loin après le terrain, les analyses, du coup, c'est quoi les principaux résultats de ta thèse ? Qu'est-ce que tu as appris sur l'évolution de ton glacier au niveau de ce système de Pentecôte ? Si c'est une question qui se pose. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau des résultats, donc, on va dire que ça a permis, au niveau de Pentecôte, de se rendre compte qu'il y avait des spécificités de topographie assez locales, avec un système de haut plateau autour de 500 mètres qui était au sud de Pentecôte, et un système plutôt de basse terre autour de 100 mètres d'altitude. Et en fait, j'en viens rapidement à le fait de cette différence de marche qui était près de Pentecôte a fait une différenciation dans la stabilisation, où le glacier en fait s'est comporté très localement, très différemment. En fait, il était dans une cuvette, le glacier, c'est ça ? Il était à demi dans la cuvette et à demi sur le haut plateau, ce qui fait qu'on a préservé des stabilisations sur le haut plateau qu'on peut enregistrer, plus de stabilisation en tout cas, que plus le glacier est bas dans un système en différentiel d'un glacier qui est en position haute, plus il va être sensible au réavancé, donc plus on a tendance à réavancer sur les anciennes stabilisations et donc les effacer, alors que sur le haut plateau, j'enregistrais donc plus de stabilisation retrait. Et donc on a du coup cette dualité au niveau de Pentecôte, en tout cas, où on se rend compte qu'on a beaucoup plus de stabilisations qui sont enregistrées, et ce qui montre que le glacier est très sensible en tout cas à différentes physiographies du plancher, comme un petit seuil rocheux qui est à l'aval de mon lac, comme un système de cendure où il va se stabiliser dessus, comme la réaction à des signaux climatiques d'envergure globale, bien sûr, autour des 10 300 et 9 200, où on a vraiment du coup la marge qui réagit dans sa globalité, pas seulement sur les basses terres et sur le haut plateau, mais du coup toute la marge réagit, et j'ai un signal plus haute fréquence au niveau du haut plateau qui est enregistré, avec beaucoup plus de stabilisation qui sont enregistrées autant en géomorphologie, par le biais de Moraine, que dans les sédiments. Donc tu vois, la double méthode aussi a permis de rendre mon modèle plus robuste, en confrontant l'une et l'autre, et voir est-ce que ça se confronte, ou est-ce que ça se... En fait, il n'a pas fait que fondre le glacier. Il y a quand même une multi-facteur qui fait que il se stabilise. Il réagit à beaucoup d'événements, effectivement. Et ça explique pourquoi tu retrouves des formes et pas d'autres dans certains endroits. Oui, exactement. C'est cool, ça permet vraiment de comprendre en fait la formation de ton paysage à cet endroit. Et si je me suis peut-être avancée dans l'introduction, mais je disais qu'en quelque sorte, ta thèse, en étudiant ce passé, permettait peut-être de mieux prédire les effets du changement climatique sur les glaciers d'aujourd'hui. Est-ce qu'en vrai, c'est le cas ? Est-ce qu'il y a des similitudes, ou est-ce que... Alors oui, effectivement, tout peut être comparé. Ça dépend ce qu'on compare, bien sûr. Donc là, effectivement, à l'initiale de ce projet de thèse, il y avait un volet pour comparer avec un système actuel. En baie de Disco, c'est du coup sur le côté ouest du Groenland.
Mais le Covid et tout a fait que ça a retardé le projet et que j'ai pas pu l'inclure au final dans mon projet de thèse. Mais effectivement, c'est un système du coup actuel de transition marin-continentale qui a été enregistré donc beaucoup plus récemment. Et j'aurais pu avoir cette analogie entre les deux systèmes, mais donc ça, j'ai pas pu le faire. Mais en soi, oui, tout à fait. Les informations que j'ai obtenues peuvent être comparées aussi sur des glaciers actuels. Oui, si on pense à la transition marin-continentale, parce qu'en soi, ce qu'on a aujourd'hui sur les inland 6 actuels, donc Groenland, Antarctique, on a très difficilement accès. Donc maintenant, c'est un peu moins le cas, mais on va dire aux morphologies sous le glacier. En fait, on a beau avoir des méthodes sismiques, des choses comme ça pour mieux voir la topographie, c'est encore très difficile. En tout cas, on peut pas l'avoir partout. Et du coup, le fait de bien connaître ce qui se passe en dessous et les conséquences sur la dynamique glaciaire sur des anciens systèmes permet de mieux comprendre. Par exemple, si on regarde une dynamique, juste la dynamique glaciaire actuelle, donc on peut imaginer qu'on a ça en dessous, on a ce type de relief, qu'on peut avoir ce type d'accélération dans les années, les décennies, les centaines d'années à venir. Et par exemple, voilà. Donc on peut transposer, on va dire, des compréhensions sur l'actuel, même si chaque région, chaque topographie est différente. Et là, on voit tellement sur Pentecôte que l'effet local est très, qu'il faut vraiment est très fort. Donc, faut vraiment y aller avec des pincettes. Chaque système a ses particularités et du coup, doit vraiment être considéré. Il y a tout un travail de recherche, méthodo, acquisition de données, etc., qui doit être fait sur chaque zone pour éviter donc les incertitudes, les marges d'erreur. Mais on peut ressortir des trucs un peu plus généraux comme des événements climatiques globaux sont importants, une physiographie régionale, donc sur des centaines de kilomètres, que ça on la connaît, on sait ce qu'il y a en dessous, on sait le bed map, c'est-à-dire la Roche-Mer, on sait où elle est sous l'Antarctique, et du coup on peut quand même avoir ces notions de est-ce qu'on va avoir un effet domino avec par exemple, c'est ce qu'on craint là en tout cas sur les calottes antarctiques, ou un effet domino, s'il perd pied, on peut avoir une ablation très rapide des marges, et là on pourrait avoir un système avec une hausse du niveau marin beaucoup plus rapide. Mais ça, c'est un peu plus loin de mon sujet de recherche, donc je n'avance pas trop. Non, ok, d'accord. Maintenant qu'on a bien compris le sujet et la méthodologie en détail, moi, il y a un point que je trouve intéressant d'aborder, c'est la recherche au Canada, ce qui était le premier doctorant coursois qui a pu travailler à l'étranger. Déjà, moi, la première question que je me pose, c'est quoi cette histoire de faire une thèse en parallèle à Strasbourg et au Canada? Pourquoi il y avait... t'étais à Strasbourg? Et pourquoi au Canada? Si, le Canada, non, on comprend, mais c'est le terrain. Pourquoi il y avait une partie où tu es resté à Strasbourg? Du coup, au début de cette thèse, c'était une co-tutelle. Donc, effectivement, le but d'une co-tutelle, c'est de passer à peu près autant de temps dans l'université et dans l'autre. En fait, tu as deux directeurs, une dans chaque université, et tu es censé passer autant de temps à peu près dans l'une et dans l'autre. Donc, j'avais des voyages à faire chaque année, autour des 5-6 mois, au Canada, surtout l'été, parce que l'hiver, trop de neige dans le nord canadien, impossible de faire le terrain. Donc, on mettait souvent mon voyage sur l'été. J'ai été pour voir pour pouvoir en soi faire mes formations. Il y a des formations doctorales et tout à faire en France et aussi au Canada. Donc, je faisais mes formations là-bas et mon terrain. Et puis je revenais pour les hivers en France. Exactement. En gros, tu as fait... C'est quoi, 3 fois 6 mois au Canada? Non, parce que la co-tutelle s'est arrêtée la deuxième année. J'ai été surtout la première année et la deuxième année un tout petit peu. Ok. Un peu moins. La co-tutelle, en fait, donc arrêt de la co-tutelle parce que pour plusieurs raisons, c'était, on va dire, c'est vraiment, dans mon cas, c'était une charge administrative un peu plus forte. Ça, avec le retrait lié au Covid, ça qui m'a mis un peu en retard. Les chantiers ont été bousculés, par exemple le chantier au Groenland, etc. Ça devenait trop compliqué de faire certaines formations parce que des fois, le problème d'arriver à l'été au Canada pour faire des formations, c'est que là-bas, c'est l'été, il n'y a plus de formation. Donc, des fois, ils me demandaient de revenir pendant l'hiver, alors que j'avais des choses à faire à Strasbourg, et je pouvais pas être à 2 endroits au même endroit, ni payer 4 billets d'avion dans l'année. Donc, on essayait de rationaliser sur l'été, et du coup, c'était pas si simple de gérer les deux. Après, voilà, j'ai gardé mes 2 directeurs français et canadiens. C'est juste que je n'ai pas de diplôme de docteur
de Canada, mais jusqu'à c'est pas très grave. J'ai Ouais. quand même le diplôme. même doctorat sur ce sujet-là. Voilà, Oui, ça, donc ça c'est n'aurait pareil, pas changé, ça n'aurait pas fait. Ça me fait pas 2 fois docteur quand tu es Mm. en co-tutelle. Tu restes qu'une Oui, fois docteur ouais. quand même. Donc pas vraiment trop de pertes, mais ce qui ce n'est que ça m'a permis de finir plus sereinement ma thèse. Oui, c'était plus simple. Et ça fait quoi alors de déménager au Canada? Alors, Enfin, on peut parler de déménagement, parce que quand même, quand tu vis 6 mois... ouais, j'ai emmené qu'une valise quand même, mais Ouais, oui, bon. oui, effectivement, ouais, c'était un bon changement pour moi. Ouais, j'ai dû me réhabituer à autre chose. Ça changeait de. Bon, j'ai pas mal changé dans mon cursus. J'ai fait Saint-Lô, Rennes, Caen, Strasbourg. T'étais habitué à Donc, bouger. ouais, c'est ça. Mais ouais, j'étais super content d'aller, super enthousiasmé. Après, je suis arrivé en plein Covid Ah, au mois de mars, donc j'ai dû faire l'avion. On était, je sais pas, 6 dans l'avion. Après 15 jours de confinement, et puis après, j'ai enfin pu sortir de l'hôtel ah ouais, et tu m'étonnes. profiter un peu du Canada. Et j'ai beaucoup aimé. Je me privais pas le week-end Ouais, t'as visité quand même un d'aller peu. faire de la randonnée, visiter, trop bien. effectivement. Et la vie là-bas, bah, j'ai pris une chambre étudiante Ouais. Ouais. pour pas prendre une location. Après, tu peux faire on va dire des visites virtuelles, etc. Mais la chambre étudiante, ça me permettait de rester sur la fac, de profiter Ouais. plus du labo, de rencontrer plus de gens, Mm. d'autres étudiants. C'était l'université de Laval. Hein, t'as dit. Université Laval, ouais, c'est ça, c'est Université Laval à Québec, au Québec, dans la région de Québec. Ouais. Ouais, exactement. Quoi dire de plus c'est l'image qu'on peut avoir des campus un peu américains, canadiens, très ouverts, très verts. Ouais. Un peu comme on a à Caen, au final, le Oui, campus c'est vrai est qu'il est basé sur les assez camps un peu ouvert américains. et très végétal, on va Mm. dire. Donc, non, très beau campus, très studieux. J'avais l'impression, pas tout, mais ouais, une conception un peu différente, on va dire, de l'université, avec bon, après, tout est un peu pareil. C'est peut-être moi qui l'avais dans des yeux différemment, mais le travail à la bibliothèque, des choses comme ça. Ouais. Non, j'ai beaucoup aimé. Et le Crous de Québec est meilleur que le Crous de France ou... Un peu pareil. Hein, C'est pareil. Je sais même plus le prix du Crous C'est du aussi Canada. c'est un Crous. Non, je sais pas le nom C'est du Québec, Crous, mais donc, c'est des restaurants ah oui, universitaires, oui, tout restaurants à universitaires. fait. Non, on mange un peu poutine. pareil, et c'est bien agréable. Il y a peut-être des poutines de temps en temps, effectivement. Mais bon, vaut mieux la manger dans certains restaurants, les poutines. Ouais, c'est la spécialité de là-bas, et c'est bon. C'est un peu gras quand même, hein, une poutine. Ouais. Mais Et, ouais, ils ont plein de bonnes spécialités. Et je me demandais au niveau de vision de la recherche, conception de la recherche, ou comment ça s'organise dans le labo. Toi qui as travaillé dans des labos français et du coup au Canada, est-ce qu'il y a des différences dans les mentalités, etc., d'un point de vue vraiment en recherche? Je pense, oui, effectivement, j'ai quelques idées en tête. Après, voilà, j'ai pas passé peut-être pas assez de temps là-bas pour tout bien comprendre, mais effectivement, donc là-bas, on parle pas pareil de licence, de master, c'est des maîtrises, etc. J'ai l'impression quand même que quand ils sont en maîtrise, donc équivalent master en France, on a plus d'autonomie, et pareil sur un projet de recherche en fin de maîtrise et voire de doctorat, on a beaucoup plus cet aspect c'est vraiment l'étudiant qui va composer son sujet, qui se rapproche des personnes, des chercheurs qui travaillent sur un peu comme en France, mais c'est pas toujours le cas Encore en France. plus autonomie, tu C'est penses? encore plus poussé autonomie, et également, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a beaucoup moins ce rapport je dis pas qu'il est très fort en France, mais on a moins ce rapport de ton directeur de thèse et ton chef, mais ton N+1. Ok. En France, on a des fois plus c'est ce qu'on parlait des fois avec d'autres collègues canadiens, où ils me disaient, oui, c'est vrai que je vois plus ça en France, où on a un peu on lui donne pas nos copies, mais on lui donne notre travail, on attend ses retours. Là-bas aussi, c'est le cas, mais ils voient plus leur directeur de thèse comme un conseiller, c'est ça, une personne qui est à côté de toi, qui va t'aider à faire ton cheminement, mais tu n'as pas de compte à lui rendre. Si tu n'y arrives pas, tant pis. C'est pour toi, en fait. Tu travailles vraiment plus pour toi. Tu dis pas, d'accord. je travaille pour une structure pour... nous, on a plus la conception d'un emploi comme si on travaillait dans le secteur privé. Ouais, nous on se dit c'est pour contribuer à la recherche, au laboratoire, Ouais, tout, c'est aux ça. recherches du directeur. Peut-être au Canada, c'est fait ton truc dans ton côté. Là-bas, ouais, c'est ça. peut-être, je sais T'as moins le temps qui joue contre toi. C'est pas fixé à 3 ans forcément. Des fois, ça peut durer à
9-10 ans les thèses. Ah oui. Et donc, c'est moins contraint, même si plus tu la finis tôt, moins tu as de chances de ne pas la finir. Parce que souvent, quand les trains durent 7-8 ans, ça explique aussi des abandons, parce que les gens passent à autre chose, ils ont d'autres priorités. Et c'est super dur quand tu t'enlises un peu. Donc une conception un petit peu différente, mais sinon, non, je me suis trouvé... Le monde de la recherche est peut-être un peu pareil partout. Oui, ouais. Ok, ouais. Et 7-8 ans parce qu'ils n'avaient pas de financement? Je sais pas trop. J'avais vu ça sur un article de l'Université Laval, un article qui parlait du coup d'abandon, des fois sur les docteurs au Québec, et qui disait que la moyenne était autour de 7-8 ans, je crois, de thèse. Ouais. Il faudrait que je vérifie. C'est quand même énorme. Et que ça expliquait en tout cas des abandons de thèse, puisque les gens passaient à autre chose en fait. Ok. Et je sais pas comment dire, c'est peut-être du détail, mais au niveau, c'est vraiment pareil, la thèse chez eux, c'est le même rendu, c'est un manuscrit, ta thèse soutenance à la fin, tout est globalement pareil, même au niveau d'organisation du travail au labo, c'est très similaire. Ouais, je dirais que c'est très similaire. Il y a juste, donc nous, quand on fait une thèse en France, on a donc tout notre côté recherche, un peu autonome, mais on a aussi toute une liste de formations doctorales qu'on doit suivre. Et là-bas, c'est un peu pareil, sauf que la liste n'est pas identique. J'avais deux mémoires à faire intermédiaires, un peu comme des comités de suivi, un projet de recherche et un examen de doctorat où j'ai une notation comme un élève de Bac+5. Où là, du coup, c'est dans le cheminement. Par exemple, à la fin de première année, nous, on a des rendez-vous avec des directeurs et des personnes extérieures à la fin de chaque année, on va dire, pour te situer, te rediriger pour l'année à suivre dans ta recherche. Là-bas, c'est un peu pareil, sauf que la première, deuxième année, j'avais des rapports à donner où j'avais un jury et je devais un peu plus, pas me défendre, mais voilà, où c'était... On parlait du coup de mon sujet, de où j'allais, etc. Donc c'est juste une autre façon de l'appeler, une autre façon de faire, mais c'est un suivi qui est à peu près, à peu près identique. Et moi, c'est une question que je me pose beaucoup parce que j'aimerais bien faire mon postdoc au Canada, en partie au Québec. Est-ce que l'anglais est nécessaire? Est-ce que c'est conseillé de parler anglais pour aller faire un postdoc ou une thèse là-bas? Je pense que les Québécois ont une forte attache avec leur langue française, donc c'est important pour eux, en tout cas, même à Québec. Montréal, ça parle anglais, pourtant c'est Québec, c'est la capitale, c'est la capitale régionale. Mais non, je pense qu'on peut vraiment parler français. Après, voilà, faut toujours avoir un anglais scientifique, mais il n'y a pas de... Non, après, ils parlent tous bien mieux anglais que nous, les étudiants français, après, en général. Mais non, ça parle très français partout dans les boutiques, dans les labos. Et bien sûr, ça parle anglais dès que tu as un collègue chercheur qui est anglais ou qui vient d'un autre pays. Bien sûr, tu te forces, mais non, c'est comme en France. Tu parlais beaucoup français. Ouais, tout à fait. Et t'as pris l'accent ou... Non, pas du tout. Après, c'est peut-être pas 6 mois après. J'aurais eu la volonté, peut-être que oui. Mais non, ils avaient tous l'accent en face de moi. Effectivement, ça résonnait dans ma tête toute la journée. Mais non, je suis peut-être pas resté assez longtemps. Après, il y a des gens qui le prennent très rapidement, mais bon, ça n'a pas été mon cas. Ok. Et pour finir sur la co-tutelle, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui veut rentrer en doctorat, qui aimerait faire une co-tutelle? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner? Je dirais que c'est une super opportunité de rencontrer plus de gens, de voir de différentes façons de faire. Après, c'est comme tout, il faut bien se renseigner sur les conditions de la co-tutelle, sur les conditions financières, les conditions de charges administratives supplémentaires, parce que voilà, c'est quand même pour moi, c'était de loyer quand même. Ouais, pas seulement ça. Par exemple, l'Université Laval, il faut payer quand tu t'inscris sur des sessions. Donc, c'est-à-dire, j'avais une session par an où je devais au moins m'inscrire. C'est à peu près plusieurs milliers d'euros. Hein. Oui, session, c'est en gros s'inscrire à l'année universitaire. Ouais, voilà, c'est 3-4 000 euros là-bas, une session. Ah ouais. Donc, ici en France, c'est 300 euros l'année, 400 euros l'année. Là-bas, c'était 3-4 000 euros. Et ça, c'est pas prévu en soi. Je pensais que tu payais pas, moi. Tu payes ça avec ton salaire, donc il faut faire des économies. Donc, non, il peut y avoir des charges supplémentaires. Après, il peut y avoir des bourses qui sont octroyées à des doctorants en co-tutelle. J'avais une bourse aussi, mais ça ne couvre pas tout. Mais voilà, il faut prévoir, ça s'organise, ça se discute avec ses directeurs au préalable, les directeurs qui sont en charge du projet, pour savoir s'ils connaissent un peu dans les rouages, s'ils peuvent aider des choses. Par exemple, moi, les formations que j'avais à faire l'été, qui étaient difficiles puisqu'il n'y en avait pas l'été et qu'il fallait essayer de voir avec les directeurs si on pouvait créer des sessions supplémentaires, que ça ne dérange pas trop de monde, mais que je puisse quand même valider des choses. Donc voilà. C'est des choses à penser. Il faut se renseigner, il ne faut pas avoir peur. Et puis, tout à fait. Ouais.
Et si je reparle sur l'organisation de la thèse, j'imagine, en gros, dès que tu préparais en amont en France ton terrain avant d'aller au Canada, et dès que tu arrivais au Canada, il fallait quand même être c'était très terrain et être au taquet pour ensuite rapporter tout ça et en France faire plutôt du PC pour analyser. Alors oui, ça c'est sûr, vu la dernière. Effectivement, en France, je pouvais pas retourner sur mon terrain, donc il fallait bien que je fasse mon package le mieux possible sur le terrain. Et après, quand j'arrivais là-bas, j'arrive autour de mars, j'avais mon terrain qui était en juin, j'avais encore des mois pour pouvoir discuter avec mon directeur canadien et puis voir si réajuster mon terrain. Ouais, c'était pas si l'urgence que ça. Mais effectivement, avoir une bonne prépa de terrain dans des zones où tu peux pas y aller, tiens, j'y vais la semaine prochaine, rechercher un truc. Effectivement, ça avait une importance beaucoup plus capitale, ouais. Et ça devait être, je me dis, ça doit être dur quand même, parce que en thèse, les jours sont comptés et quand tu devais arriver au Canada, j'imagine que ça devait être stressant de se dire, bon, j'ai pas beaucoup de temps ici, il faut que je taffe. Mais en même temps, tu vois, t'arrives dans une toute nouvelle culture, quand même à l'autre bout du monde, tu vois, ça doit être dur de se dire, de s'adapter aussi rapidement, quoi. Surtout la première fois que t'as débarqué. Ouais, il y avait une petite adaptation quand même dans la façon de faire, dans la façon d'envisager aussi sa nouvelle position dans un labo, etc. Ouais, tu t'adaptes un petit peu. Et puis dans l'administratif aussi, quel document remplir pour partir, d'autant plus c'était la Covid et qu'il y avait des zones de confinement, donc il y avait beaucoup plus de paperasse à faire. Il fallait faire un pré-confinement avant de partir sur le terrain pour être sûr qu'on n'allait pas ramener du Covid plus dans le Nord. Il y avait beaucoup plus de charges administratives et après voilà, j'avais été aidé par d'autres collègues chercheurs et mon directeur, donc ça s'est fait. Mais effectivement, fallait rester focus sur les objectifs pour essayer d'être efficace, quoi, de pas perdre trop en efficacité. Et une autre petite question, parce que on se connaît, pour vous ramener un peu de contexte, maintenant Charles il fait un postdoc dans notre laboratoire à Chloé et moi, donc on connaît un peu sa vie. Et on sait que tu as eu tes enfants pendant ta thèse, et du coup, comment tu as réussi un peu à gérer la fin de la thèse et la parentalité ? Alors je dirais, j'ai réussi à gérer. Ouais. En fait, ça se fait, c'est comme tout, ça prend de la place dans la vie, donc il faut s'organiser avec. Et donc c'était une organisation supplémentaire, mais c'est pas du tout infaisable. Après, moi, j'ai la chance d'être un papa docteur et pas une maman docteur, parce que je pense que c'est des contraintes peut-être plus difficiles, quand même plus difficiles pour une maman qui fait une thèse. Donc voilà, et j'ai beaucoup été aidé par ma conjointe qui a pas mis, en tout cas sur la rédaction, qui a beaucoup pris la charge des petits la nuit. Pour moi, je finissais tard ma rédaction et elle gérait quand même bien la nuit, donc je la remercie beaucoup pour ça. Donc oui, voilà, c'est une organisation en plus, c'est pas infaisable, c'est une thèse, de toute façon c'est comme un contrat, oui, c'est vrai, un autre contrat, voilà, ça n'empêche pas d'eux, mais en tout cas c'est vrai qu'une thèse c'est beaucoup de sacrifices aussi en termes de temps, d'énergie, et donc oui, c'est peut-être un peu moins propice d'être parent pendant la thèse, mais j'ai le souvenir que mon directeur strasbourgeois, il me disait « Ah non, nous aussi, on avait tous un peu des enfants pendant la thèse à cette époque-là, et qu'il faisait aussi une crèche entre docteurs où chaque jour, c'était un docteur différent qui gardait les enfants de tout le monde. » Ah oui. Et là, par exemple, ici à Caen, Stéphane, il a aussi eu ses 2 enfants pendant la thèse, donc c'était plus la norme en tout cas à l'époque. Ouais. Maintenant, c'est un peu moins la norme d'avoir des collègues docteurs. Parce qu'on commence plus jeune les thèses aussi, parfois, non ? Je sais pas en fait. Je sais pas trop. Peut-être qu'à l'époque, ils se posaient moins les questions qu'on se pose maintenant en disant est-ce que c'est le bon moment ? Je sais pas trop. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ça s'est fait bien. Et puis à la fois, on peut se dire que c'est en tout cas moins de temps de sommeil, plus de stress, etc. Mais c'est aussi une autre manière de vraiment faire la coupure maison-travail et que quand tu es chez toi, tu profites de plein d'autres choses. Donc non, ça a ses avantages, inconvénients et puis un peu plus d'organisation. Ça te permet peut-être plus de couper, comme tu dis, de mieux gérer le stress qui peut être lié à la thèse, que quand tu sais que tu rentres, tu es dans ta famille et tout. Donc, c'est sûr que tu prends du recul quand tu stresses sur certaines choses, tu te dis non mais la thèse s'arrêtera dans 1 an et que ma vie continue et que j'ai plein d'autres choses. Plus du recul. Tout à fait. Exactement. Et tu parlais de ton directeur de thèse, c'est ça ce que je me demandais, est-ce que ça a été bien reçu, tu trouves, d'un point de vue institution académique, et est-ce que tu penses que je vais peut-être un peu loin, est-ce que les parents,
les doctorants qui deviennent parents durant la thèse, est-ce que tu trouves que, je sais pas comment dire, d'un point de vue académique, c'est adapté pour tout ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que c'est bien reçu? Moi, je sais pas du tout. En tout cas, sur cette dernière partie de question, en tout cas, mes directeurs l'ont très bien pris, m'ont félicité, ont été, tu vois, même à me dire, nous aussi, on a eu nos enfants pendant la thèse, on a bien réussi. Non, il n'y a pas eu du tout de souci de ce point de vue-là, et je pense que ce que tes directeurs te disent, bon courage, mais de toute façon, eux, ce qui compte en soi, c'est juste que tu restes efficace, que tu restes dans ton sujet, que tu continues de te poser la curiosité, etc. Donc, non, tant que ça ne change pas en soi Ouais. j'ai envie de dire, j'ai même plus bossé après être papa qu'avant ma thèse en tout début, où j'avais une motivation différente en me disant, bon, là, il reste tard, si je veux finir ma thèse dans les temps, deviens efficace plus encore. Non, je pense que... Petit tips pour les doctorants qui nous écoutent, en fait. Non, peut-être pas quand même, ça se réfléchit. C'est pas le message. Mais on a... je pensais, on a quelques avantages. Enfin, là, sur le campus, il y a une crèche réservée au personnel, donc ça peut être... c'est je vrai. pense que les places sont comptées quand même. Ouais, mais il y a quand même, je crois, sur la crèche d'université, il y a souvent quand même des places préférentielles pour ceux qui travaillent, ceux qui sont étudiants et ceux qui travaillent à l'université. Donc tu vas avoir plus de chance, j'imagine. On va faire une petite pause dans toute notre flopée de questions et on va te faire le jeu. Enfin, c'est pas vraiment un jeu, c'est la parenthèse déjouer des clichés du doctorat. Et comme d'hab, je sais que tu suis un peu notre podcast, donc je vais te faire piocher dans notre sac à clichés et je vais te laisser lire le cliché et répondre. Est-ce que si toi tu es d'accord, donc je mélange bien parce que il y a beaucoup de clichés. Attends, je vais te faire passer le truc. Une grande logistique. Merci. Alors. Donc voilà, c'est des stéréotypes et il faut que tu répondes et donner ta perspective sur ce cliché. Les doctorants ne travaillent que dans les laboratoires. Ah putain, et ça tombe super bien. Alors non, ça c'est sûr. Et moi, j'ai passé plus de temps sur le terrain que dans les labos. Ouais, c'est vrai. J'avais peu au final de manip de laboratoire, puisque de toute façon les datations, c'est pas moi qui les ai faites. Et là, et encore plus que j'avais une thèse en co-tutelle sur 2 sites différents, donc j'avais mon PC portable de thèse, j'avais pas un PC fixe. Donc ça m'arrivait de faire du télétravail, c'est pas mal. Ça m'arrivait donc de partir avec mon PC au Canada, changer de labo, changer de secteur. Donc non, justement, moi le labo c'était entre Canada, France et un peu aussi à la maison pour... T'étais vachement nomade en fait. Ouais, exactement. Donc non, loin de là. On a vu ta thèse, le Canada, la parentalité. Un dernier sujet qu'on aimerait aborder, c'est ton parcours vers la thèse et la suite. J'ai cru comprendre que tu as fait une licence de géologie. Comment ça s'est passé au lycée? Pourquoi ce choix? Alors rapidement, pour arriver en géologie, au lycée, j'étais pas fort dans toutes les matières. Et en tout cas, la SVT, j'aimais plutôt pas mal. Et j'avais des résultats corrects. Et effectivement... quand tu te poses ces questions un peu de post-bac, on te dit fais ce que t'aimes, et c'est là où tu auras des résultats, et c'est là où probablement tu auras un avenir pro. Donc je suis parti, on va dire, en fac de bio. Au fur et à mesure, je suis passé de SVE, donc c'est sciences vie et environnement, à SVT pour faire ensuite sciences de la terre en licence 3, où j'ai vraiment apprécié, et puis c'est là que j'ai décidé de me dire ok, géologie mais appliqué au risque côtier plutôt, d'où après je suis parti en master ingénierie géosciences du littoral pour renforcer mon côté côtier. Mais donc voilà, licence de géologie qui m'ont poussé après à développer des compétences littorales, et donc sédimentologie, géomorphologie littorale, et après je suis parti en thèse où on peut se dire mais pourquoi les glaciers, le rapport, parce que c'est des systèmes qui sont actuellement littoraux, et donc le fil rouge était un peu, on va dire, littoral. La géologie, le littoral et les méthodes qui s'y appliquent. Donc je suis resté un peu dans ce fil rouge. Tu es resté dans ta thématique. Il y a pas de. C'est ça. Ça n'existe pas une licence de glaciologue. Si, il y a de la glaciologie plus dure, cryosphère, comme Elie Sévestre, qui est glaciologue, donc là qui étudie vraiment les glaciers actuels. Mais qui est devenue glaciologue parce qu'elle a fait une thèse en glaciologie, non?
Je sais pas. Je sais pas trop, il y a des spéculations. Et ce que je me demandais d'ailleurs, c'est... tu as fait ta licence à la fac de Caen. J'imagine qu'on aborde un peu moins tout ce qui est système... J'ai fait licence à Rennes. Ah, à Rennes. Ouais. Rennes. Mais oui, on reste dans le Grand Ouest de la France où il n'y a pas de glace. Enfin, j'imagine que les milieux froids, c'est un peu moins abordé que si on faisait la licence à l'université de Grenoble, du Chambéry, Mont-Blanc, etc. Oui. Du coup, quand tu as candidaté à ton sujet de thèse sur les glaciers, tu sais, tu n'as pas eu un sentiment de l'imposteur à dire, est-ce que je suis, tu vois... Est-ce que j'ai ma place à candidater à ça face à des gars qui auraient peut-être plus étudié ça par le... C'est sûr que mes compétences de compréhension des dynamiques glaciaires étaient très légères, mais en soi, peut-être j'étais pas dans leur tête, en tout cas, à la place du recrutement, mais après on en a reparlé un petit peu. Et effectivement, ils cherchaient surtout quelqu'un qui avait fait de la sédimentose, quelqu'un qui avait aussi quelques connaissances en géographie, en SIG, et qui avait surtout... qui était motivé à faire ce sujet, qui était motivé à faire les déplacements entre le Canada et la France. En fait, si tu es motivé, sur certaines compétences comme les dynamiques glaciaires, etc., tu peux les prendre en cours de route pendant le début de ta thèse, en faisant de la biblio, etc. Et donc, je pense pas que c'était le point majeur, en tout cas, qui a permis de trancher. C'était plus que quelqu'un de motivé, qui avait des compétences en géologie, géographie, voilà. Et si je reviens sur la géole rapidement, moi, j'avoue, quand j'étais au lycée, je me disais la géologie, c'est l'étude des cailloux, quoi. Moi, ça me donnait très envie. Et je me demandais, ça, en dehors de la thèse, qu'est-ce qu'on apprend en géologie et à quoi ça peut servir de faire des études de géologie pour après, vers quoi ça t'oriente ? Alors, plein d'applications. Je ne vais pas toutes les citer, je vais en oublier, ça c'est sûr. Donc la géologie, l'étude des sols, et pas que, aussi des profondeurs. Donc il y a plein de types, recherche et applications, que ce soit dans les domaines publics, privés. Donc application recherche, ça peut aller des convections montéliques, etc. L'étude des différenciations magmatiques, des tectoniques, etc. Donc on va dire très complexe, quand même. Très poussé, dans ce domaine-là. Après, on a des applications plutôt subsurface que, du coup, se partagent la géographie, la géologie, appliquées dans ce domaine-là, où on peut avoir donc des questions sur l'érosion, l'hydrogéologie, la ressource en eau, les mouvements de terrain, les risques, etc. Et des applications, je pense à des applications plus récentes dans le privé qui va être... Donc là, on va avoir pas une crise énergétique, j'ai envie de dire, mais on va avoir des enjeux plus forts dans le domaine de l'énergie. Et ça va être tout ce qui... Donc la France serait dotée d'une capacité en hydrogène extrêmement importante de toute l'Europe. Donc là, il y a en tout cas une recherche qui est un peu plus poussée sur la capacité de stockage, la capacité d'aller chercher de l'hydrogène dans les sols. Donc ça va être quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, même la ressource en eau, où elle est, est-ce que les nappes sont... Comment faire pour ne pas les polluer, où elles sont, est-ce que dans tel foyer de population, il faudra réduire, en tout cas limiter les croissances de population et les augmenter dans d'autres foyers pour éviter de créer cette surtension. Donc voilà, il y a des applications diverses, effectivement. Il y a du taf, quoi. Tu ne deviens pas vendeur de cailloux, si c'est la question qu'on se pose. C'est très appliqué et très actuel, quoi. Ouais, exactement. Et bon, moi, je vais un peu plus dans le futur. Là, actuellement, tu es postdoc. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un postdoc en une phrase ? Ce qu'on appelle postdoc, c'est, j'ai envie de dire, ça peut être plusieurs types de contrats, ingénieur d'études, ingénieur de recherche. En tout cas, c'est ce qui va, on va dire, ta suite. En fait, tu continues la recherche, tu es chercheur à la suite de ton doctorat dans un domaine qui est dans la continuité ou qui est plus à la marge. Mais en tout cas, quand tu es postdoc, on va dire, c'est comme si tu continuais dans le domaine académique en vue de décrocher un poste d'ingénieur dans des laboratoires ou d'accéder à la position de maître de conférence pour ensuite pouvoir développer ta recherche et l'enseignement en université. Donc là, le postdoc que j'ai eu récemment à l'université de Caen, ça fait déjà une petite année. À des sujets. Exactement, tu peux candidater à des sujets, effectivement, sur les plateformes comme Euraccess ou d'autres plateformes où sont déposées toutes les offres, en tout cas françaises. Après, il y a d'autres... c'est bien vu, en tout cas, de faire des postdocs à l'étranger, d'un point de vue, si on veut vraiment rester dans l'académique et être maître de conférence.
parce que ça donne vraiment, déjà ça te pousse à développer des collaborations à l'international. C'est très bien vu dans la recherche si on peut développer des sujets avec d'autres chercheurs venant d'autres pays. Et donc là, le postdoc que j'ai eu ici à l'Université de Caen, qui est vraiment génial pour moi parce qu'il m'a permis, après, on va dire, les systèmes côtiers et glaciaires, de revenir sur la géologie appliquée au risque. En fait, c'est ce que je voulais faire en licence. Et donc, ça m'a permis de revenir vraiment sur cette thématique pour après, éventuellement, soit je continue dans la recherche sur cette thématique-là, soit je partirai vers les collectivités sur des choses beaucoup plus appliquées pour la gestion des territoires. Okay. Voilà. C'est quoi ton postdoc là ? T'es plus sur les glaciers. Exactement. Alors là, mon postdoc, c'est de mieux comprendre donc, l'érosion des falaises, et notamment les falaises en domaine côtier. Donc là, on est plutôt sur un secteur d'études qui est autour de la Seine-Maritime. Il faut imaginer les belles falaises de Cré comme à Étretat. Oui, c'est là ton secteur. Non, c'est pas Étretat. C'est pas Étretat, non, c'est un peu plus haut. C'est du côté de Sainte-Marguerite-sur-Mer, donc un peu en dessous de Dieppe, au sud de Dieppe, excusez-moi, où on a donc cette falaise de craie qui recule. Et donc là, on a ce projet, en tout cas, appartient. C'est le projet Défi 3 Géo qui a été financé par la région et FEDER, c'est-à-dire des fonds européens, avec notamment plusieurs acteurs, le CEREMA, l'Université de Caen avec le laboratoire ID, là où je suis rattaché, et aussi l'Université Lausanne, où on a du coup l'objectif, on est en fin de projet, on a l'objectif, on a les résultats pour aussi en parler, de comparer donc le recul de la falaise face à différents facteurs externes. Ouais. Moi, j'ai cette partie-là du projet. D'autres font des méthodes géophysiques pour mieux comprendre du coup, la structuration de la craie, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, l'objectif, c'est d'avoir un suivi de la falaise entre 2017 et 2024, haute fréquence, où j'ai beaucoup de dates dans l'année. Donc, je sais quand j'ai eu des mouvements de masse, est-ce que j'ai du mouvement particulier. Il faut imaginer des petits grains, c'est-à-dire l'ébullisation de quelques centimètres qui va tomber en pied de falaise dû au vent, dû à la cryoclastie, c'est-à-dire quand la paroi de la falaise gèle l'hiver, et du coup on va avoir tendance à créer cette ébullisation particulière. Et le but, c'est de comparer ces volumes-là avec les facteurs externes, donc précipitation, gel, température, est-ce qu'on a eu des tempêtes, des vents violents, et les conditions d'agitation de houle au large. Vous allez me dire, la houle au large, pourquoi ? Parce que si on a vraiment une houle au large importante, on va venir taper dans le pied de falaise, on peut déstabiliser, on peut créer une encoche en pied de falaise, du coup favoriser un futur mouvement de masse. Donc voilà, c'est un peu d'essayer de voir si on a des facteurs qui reviennent, est-ce qu'on a des redondances ? Est-ce que sur une même zone, on a tous les 2-3 ans un mouvement de masse qui se déclenche, auquel cas on peut déterminer du coup une période de retour et donc une période... Donc là, autour de Sainte-Marguerite, on voit on a des données historiques depuis 1947 jusqu'en actuellement 2024. Et du coup, ce que moi j'observe entre 2017 et 2024, c'est qu'on est dans la même marge. En tout cas, on est autour des 3 à 5 mètres de recul. Je ne vais pas dire de bêtises. On est autour de 60 cm par an. Ok. C'est beaucoup quand même. Quelques centimètres par an, ouais. Ouais, c'est marrant. Et en soi, je ne vais pas dire des bêtises, mais on a une proportion de mouvement de masse qui est autour de 60-70%, et qu'on a le mouvement particulier, donc c'est cette petite particule qui tombe, qui est autour de 30-40%. Donc il faut imaginer que si on n'a pas de précision sur les acquisitions qu'on fait, on peut vraiment négliger ce volume-là qui est extrêmement important, 30 à 40% qui serait négligé, et donc qui est extrêmement important si on veut le mettre face aux facteurs extérieurs qui imposent sur la falaise. Ok. Et c'était pas trop difficile de passer 3-4 ans sur un sujet et là de changer d'un coup, arriver et devoir être opérationnel sur un nouveau sujet qui est quand totalement même des parallèles, différent. Mouvement de glace, là, mouvement de falaise. Tu restes sur les mouvements. Ouais, c'est vrai. Des fois un peu plus dynamique. Si, c'est quand même pas mal de boulot. Après, j'avais déjà fait un stage de master sur le sujet, et puis mon master n'est pas si loin, appliqué au littoral, les géosciences littorales, et puis après, voilà, tu es toujours à discuter avec ton encadrement, et puis
Une fois que tu as acquis, bon, je dis pas que c'est totalement acquis, mais une méthodologie de travail en thèse, tu la reproduis plus facilement en postdoc où tu te remets dans un sujet quand même plus facilement. Oui. Même si c'est un autre sujet, tu sais, tu comprends, tu apprends plus vite à cerner le problème qui est posé. Et puis là, dans mon cas, il y avait déjà les données qui étaient déjà présentes. Moi, je traite les données, je les analyse. Ouais. Et donc, j'ai pas tout ce cheminement de, OK, je dois avoir quelle méthode pour répondre à la problématique de thèse, mettre les méthodes en place, acquérir les données, tu vois, où il y a un cheminement beaucoup plus long. Ouais, Donc puis là, dans t'arrives... ta thèse, t'es déjà, tu sais déjà comment tout fonctionne, enfin, ce qu'on attend de toi, en fait, finalement, parce que tu as développé plein de compétences pendant la thèse. Dans le postdoc, t'arrives, t'as le sujet, bah, tu t'y mets direct, tu perds moins de temps, peut-être. Et... Ouais. Après, de ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que il faut pas... On peut te laisser quand même un petit temps pour faire de la bibliographie. Tu peux, même si t'es pas obligé d'être un expert du domaine, et tu peux arriver et t'adapter Oui, tout au à fait. sujet. Tout à fait, Ouais, c'est ça qui est intéressant avec les postdocs, c'est que tu peux changer un peu de t'es domaine. pas bloqué sur ton sujet de thèse, tu peux quand même changer un peu. Ouais, ça te permet de découvrir d'autres choses, quoi, et d'appliquer tes méthodes, mais sur différents domaines. Ce que toi, tu as pu appliquer au glacier avec la photogramétrie, bah, tu peux aussi l'appliquer aujourd'hui avec les falaises. Oui, tout à fait. Ouais. Les méthodes, c'est ça, en fait. T'acquiers un portefeuille de compétences pendant la thèse, pendant ton master et même pendant les postdocs que tu peux de transversaliser vers du secteur privé, vers d'autres choses, etc. J'ai une dernière question avant de passer à la suite. Et quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un étudiant qui est dans le domaine des géosciences et qui aimerait potentiellement faire une thèse comme toi? J'essaye de voir large. Je dirais que c'est bien d'avoir quand même une idée de son projet, de savoir s'il veut poursuivre dans l'académique, parce que du coup, tu développes pas ton même portefeuille de compétences si c'est que tu fais une thèse et après tu vas dans le public où il faut déployer des compétences plus appliquées, plus voilà. Je dirais bien définir ça si possible, et puis sinon ne se fermer à rien, et puis faire vraiment une thèse, un sujet qui plaît vraiment. Si possible, le composer avec la direction de thèse. Et si c'est un sujet auquel, comme moi, j'ai postulé, voilà, faut un sujet qui te fasse pas vibrer, mais si c'est un peu ça. Kiffer quand même, ouais. Ouais, parce que tu t'engages quand même dans du travail, et puis il faut prendre plaisir, faut kiffer la thèse. Oui. Tu peux pas apprécier tous les aspects parce qu'il y a du boulot, etc. Mais non, c'est un très beau parcours de vie, faut le faire. Je suis d'accord. Avant de finir cette interview, comme on sait que la thèse, il n'y a pas que il y a beaucoup de travail, hein, c'est sûr, mais tu n'aurais pas une petite anecdote de terrain, un truc marrant qui t'est arrivé pendant ta thèse? Alors, que je réfléchisse. Conduire dans le Nord canadien, ça a été... Ah ouais? Ouais, c'est vrai, sur des kilomètres à perte de vue, là. Si, c'était... Anecdote marrante, non, il m'est pas arrivé de gaffe notable. T'as pas vu des ours, des... J'ai pas vu d'ours, heureusement. Hein. Ouais, non, eu un peu peur. peut-être pas là. Non. J'ai vu quelques orignales. Après, on s'est fait bouffer par les moustiques, littéralement. Hein. La saison des moustiques dans le Nord canadien, c'est autour de juin, où tous les moustiques sortent et ils ont tous faim. Alors, nous, les petits touristes, on se fait bien défoncer. C'était vraiment dur, les moustiques. Ça, c'est pour l'anecdote. Et puis sinon... C'est déjà pas mal, attends. Être allé au Canada pendant cette thèse, c'est quand même déjà en soi oui, c'est une belle aventure. C'est une vraie chance. Ouais. Et est-ce que tu aurais des petites recommandations à nos auditeurs pour se sortir un peu la tête de la thèse ou pas? Je sais pas, des musiques, un film, un livre, ou même un restaurant. Ou une recette canadienne. Toutes tes recommandations culturelles, ce que tu kiffes en ce moment. Eh ben... En ce moment, je suis à fond dans la rédaction d'un article, donc je prends pas trop d'à côté. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? On a les fêtes de fin d'année approchent, en tout cas au moment où est tourné ce podcast, donc profitez à fond
de vos proches, de vos familles, et puis manger une poutine à l'occasion. Ah oui. Je sais qu'il y en a sur Caen qui sont possibles. Et je t'en les ai fais toi-même pas ou pas? goûtés. Oh, bah, c'est possible. Après, sinon, il faut acheter le vrai fromage. fromage, ah oui, fromage quick fromage. quick. Et puis Ah. la sauce, il y a moyen d'acheter ça. C'est une sauce à la bière? Non, c'est pas un truc avec Non, de C'est la je du bière. sais pas bouillon trop. de viande, je crois. Ah, Ok, bah tu vois, La je savais sauce même brune. pas, mais elle est bien particulière. Et ouais, sinon, il y a moyen. Tu prends des frites et puis tu mets ça. ah, pas mal. Et c'est une poutine à l'occasion. Ça fait un peu voyager. Bon, bah merci. Franchement, on a appris plein de choses là, sur les glaciers et sur tous les impacts que ça a pu avoir il y a, bon, certes, des milliers d'années, mais qui en même temps fait écho à ce qui se passe actuellement avec le changement climatique. Enfin bref, merci beaucoup, Ouais, Charles. merci. Bah, merci à vous deux. Et puis, vous avez vraiment fait une super prépa. Non, vraiment. Hein, donc, ouais, bravo, beau travail. Et puis, voilà, n'hésitez pas, juste un petit mot de fin, à voir les podcasts de mes prédécesseurs là, qui sont C'est aussi, gentil de nous faire de qui la sont aussi publicité. géniaux. Hein, tous sur des Ouais, domaines n'hésitez différents. pas à nous contacter si vous voulez passer dans le podcast. C'est une bonne expérience. Et Merci à vous. le mail de Charles sera dans la description Oui, si si vous vous avez des contactez. questions. Si vous êtes passionné de glaciers ou de poutine, Ou et que du vous voulez savoir Canada. une petite recette. Salut! Salut! L'épisode touche maintenant à sa fin. Nous remercions bien sûr notre invité du jour d'avoir pris la peine d'être venu nous conter ces diverses histoires. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur ce podcast. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos propositions de questions pour l'épisode prochain à l'aide du mail présent dans la description. Nous en profitons pour remercier l'Université de Caen et le CEMU de nous avoir aidés à l'enregistrement de ce podcast. Et en attendant, on se dit à bientôt.